Il y a encore une sarcelle d'hiver. Une canard souché. Eh bien, bonjour, professeur de Sadler. Vous êtes enseignant à l'Université de Saint-Louis et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous interviewer sur la conservation des espèces migratrices. Et nous nous retrouvons ici, au milieu d'une réserve naturelle de 1400 hectares, qui est également un site Natura 2000, et apparemment d'une très grande richesse ornithologique. Ça vole un peu partout, là, autour de nous. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur le statut de certaines espèces d'oiseaux aujourd'hui ? Oui, nous nous trouvons en face d'un grand groupe de canards. Il y a du pilet, du souchet, du chipot, des sarcelles d'hiver. Mais ce qui est remarquable, c'est la présence à cette époque-ci des canards siffleurs qui remontent vers la Russie, vers la Scandinavie. Donc c'est un canard de taille moyenne avec une tête très arrondie, comme on le voit, qui niche dans la taïga. L'état de conservation de cette espèce est favorable. La population du nord-ouest de l'Europe compte environ 750 000 individus et on a compté à la fin janvier 5 871 individus dans la réserve, ce qui souligne l'importance. Alors plus loin, là-bas, on a un groupe d'oies. En fait, on trouve trois espèces. La plus commune est l'oie cendrée, qui niche dans des zones lacustres, ici dans le Polders, aux Pays-Bas, qui est une espèce relativement commune. La population du nord-ouest de l'Europe comptait environ 120 000 individus dans les années 80. Maintenant, elle a dépassé le million, donc elle est 8 fois plus importante qu'il y a 40 ans, ce qui montre à nouveau le succès des mesures de conservation qui ont été entreprises depuis le début des années 70. Alors, ce qui est plus intéressant, c'est l'oie rieuse, qui est une oie de taille plutôt moyenne, qui se caractérise par la face blanche et aussi des barres noires sur le ventre, sur la poitrine. Et cette espèce vient de très loin. Elle vient sans doute de la péninsule de Koyna, de la Nouvelle-Zambie, dans le nord de la Sibérie. Donc c'est un grand migrateur. L'espèce la plus discrète et la moins commune ici est l'oie à bec court, qui ne vient pas de Sibérie, mais qui vient des îles Spitzberg, sous la souveraineté norvégienne et russe, comme vous le savez. C'est un véritable ballet aérien auquel nous assistons aujourd'hui. Est-ce que ce sont des vanneaux huppés ? Oui, il y en a des centaines, c'est spectaculaire. Je présume que beaucoup des individus qu'on observe pour l'instant ont hiberné dans le nord de l'Espagne ou dans le sud-ouest de la France. Ils remontent vers la Scandinavie où ils vont nicher à partir du mois de mai. Le site joue un rôle capital comme zone de transit, mais aussi comme zone de nidification parce que l'espèce niche ici. À la différence des Anserinidés, des Anatidés qu'on vient d'observer, dont l'état de conservation est favorable, le vanneau huppé connaît un déclin assez remarquable en raison de l'intensification de l'agriculture. Le site joue un rôle important dans la protection parce qu'on compte environ 6 000 individus en hivernage dans le Polders de Uitkerk. Oui, comme vous l'avez souligné, certaines espèces d'oiseaux, dont les oies cendrées, les vanneaux huppés, sont soit sédentaires, soit partiellement migratrices. Donc, au vu de ces particularités, comment les textes juridiques parviennent-ils à cerner la notion d'espèce migratrice ? C'est exact. Donc, nous avons des grands migrateurs comme l'oie rieuse qui niche en Nouvelle-Zambie et qui vient hiverner ici. Et le vanneau huppé, certains individus nichent ici, mais vont également hiverner ou vont peut-être hiverner en France. Et à cet égard, je dois mentionner la Convention de Bonn sur la protection des espèces migratrices, qui est une convention multilatérale qui a retenu une définition très large de la notion d'espèce migratrice, qui couvre l'ensemble de la population d'une espèce ou des parties de la population d'une espèce
qui va traverser des frontières de manière cyclique et prévisible. Et donc cette définition très large a permis aux auteurs de la Convention de reprendre, par exemple à l'annexe 1, des espèces comme l'éléphant d'Afrique ou le gorille qui vont migrer d'un état à un autre, éventuellement sur des distances relativement courtes de quelques dizaines de kilomètres. Et donc quels sont les enjeux de la conservation de ces espèces migratrices ? Et reprenons le cas des oiseaux migrateurs qui vont nicher en Sibérie, qui vont transiter le long du littoral atlantique pour aller hiverner en Afrique du Nord ou en Afrique du Sud. Il convient de préserver les habitats de nidification, les haltes migratoires, les zones de repos, les zones d'alimentation comme celle-ci, tout le long de leur migration. Et donc ce qui est capital en termes de conservation de la nature, c'est de protéger les habitats en instituant des réserves naturelles, des parcs nationaux et par conséquent de veiller à garantir que les prélèvements ne soient pas excessifs pour que l'état de conservation de ces espèces soit maintenu. Ah, il a bien plu cet hiver, hein. Tout est à... En fait, ils creusent avec les bulldozers, ils creusent des chenaux pour avoir des mares d'eau comme celle-ci. Ils sont revenus à des polders du XVIIe, du XVIIIe siècle. Les oies hivernaient là-bas à environ 15 km à vol d'oiseau auparavant, à Dan. Et puis maintenant, les terrains sont beaucoup plus propices ici. Il y a davantage de nourriture, ils ne sont pas chassés ici. Donc, Selon vous, le cadre juridique de l'Union européenne est-il suffisant pour garantir la protection des espèces migratrices ? S'agissant des oiseaux migrateurs, ces derniers se moquent des frontières et souvent on migre ou hiverne ou niche sur plusieurs continents. En prenant le cas du Becassus sanderling qu'on a observé tantôt, c'est une espèce dont certaines des populations nichent sur la péninsule de Tamir, dans le Paléarctique oriental. Donc c'est une espèce asiatique pendant sa période de nidification. Elle va migrer à travers toute l'Europe pour hiverner en Afrique, voire jusqu'à la province du Cap en Afrique du Sud. Et donc c'est une espèce qui est à la fois asiatique, africaine et européenne. La même chose pour l'hirondelle rustique, elle passe davantage de temps en Afrique qu'en Europe, alors qu'elle vient nidifier ici, elle va arriver dans 2 mois ici en Europe. Est-ce que la protection des oiseaux occupe une place importante dans le droit international ? Je dirais le droit européen est indispensable, mais ne permet pas de couvrir toute l'aire de répartition des espèces, des grands migrateurs. Alors, bien entendu, les premières conventions en droit international concernant la nature portent sur la protection des oiseaux. Vous avez cette convention de Paris au début du XXe siècle qui porte sur les oiseaux insectivores. Si on examine la convention de Ramsar sur la protection des zones humides ou la convention de Berne sur la protection de la nature en Europe, les dispositions consacrent un grand intérêt à l'égard de la vie-faune sauvage. Et voir dans le droit de l'Union européenne, la première directive environnementale a été consacrée en 1979 à la protection des oiseaux. Il a fallu attendre 1992 pour que la directive sur les habitats qui couvre d'autres classes de vertébrés soit adoptée par le législateur de l'Union européenne. Donc assurément, l'avifaune occupe une place centrale dans l'évolution du droit international de l'environnement. Je sais que la Convention de Bonn est consacrée à l'ensemble des espèces migratrices, mais est-ce qu'elle réserve une place particulière à l'avifaune ? Est-ce que vous pourriez nous dire un mot de plus là-dessus ? La Convention de Bonn a été adoptée en 1979 dans le cadre des Nations Unies. C'est une convention multilatérale qui a été signée et ratifiée par des États africains, asiatiques, américains, européens. Il y a actuellement 132 parties. L'Union européenne et ses 27 États membres sont partis à cette convention. C'est un accord mixte au sens du droit de l'Union européenne. L'objectif principal de cet accord international est de garantir que les oiseaux migrateurs, les mammifères migrateurs ou les poissons, les grands mammifères marins migrateurs ne soient pas mis en danger. Et la Convention de Bonn adopte une approche
binaire, à savoir reposant sur une classification. Les espèces reprises à l'annexe 1, à savoir le phoque-moine, le gorille, pour les oiseaux, la bernache à courroux, font l'objet d'une protection quasiment absolue. Donc les prélèvements sont interdits. En revanche, les espèces de l'annexe 2, qui comprennent notamment la spatule ou la cigogne noire, dont l'état de conservation est défavorable, doivent être protégées tout en maintenant des prélèvements, mais les prélèvements doivent être réglementés en vue de maintenir l'état de conservation. Est-ce un système pyramidal qui est mis en place par les auteurs et les autrices de cette convention? La convention de Bonn s'apparente à une convention parapluie qui prévoit précisément un système arborescent pyramidal qui va conduire les parties ou certaines des parties à conclure tantôt des accords contraignants, tantôt des actes de droit international non contraignants comme des plans d'action ou des mémorandums d'entente. Alors, parmi les accords contraignants qui ont été conclus par certaines des parties, on pourrait citer la Convention sur la protection des phoques de la mer de Wadden, qui se trouve à la fois aux Pays-Bas, au Danemark et en Allemagne, l'accord de La Haye de 1995 sur la protection des oiseaux d'eau migrateurs d'Eurasie et d'Afrique. Bien, puisque nous nous trouvons aujourd'hui dans une grande réserve ornithologique où hivernent ou bien s'arrêtent d'autres espèces migratrices, est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de la Convention de La Haye du 16 juin 1995 ? Oui, cet accord de La Haye du 16 juin 1995 n'est pas un protocole de la Convention de Bonn de 1979, c'est un instrument juridique à part. Son champ d'application matérielle est très large puisqu'il couvre 225 espèces d'oiseaux appartenant à 28 familles différentes, parmi lesquelles on a des anatidés, des limicoles, des laridés. Ce qui me paraît intéressant, c'est que beaucoup de ces espèces nichent dans la partie asiatique ou le paléarctique occidental et vont traverser l'Europe pour hiverner en Afrique du Nord ou en Afrique. Et par conséquent, le champ d'application territoriale de l'accord est extrêmement large. Il couvre a priori 119 États qui vont du Canada. Le Canada, pourquoi? Parce que vous avez une espèce comme le Bécassos qui niche dans le nord-est du Canada, qui va traverser l'Atlantique pour aller hiverner dans le banc d'Arguin en Mauritanie. Incroyable, n'est-ce pas? Et donc il convient de conserver les zones de nidification, tout comme les haltes migratoires, les zones de nourrissage, ainsi que les aires d'hivernage pour ces 225 espèces. Ainsi, c'est un vaste programme de développement qui est appelé, puisque nous avons d'un côté des États en voie de développement comme les États africains et des États d'Eurasie qui sont nettement plus développés. Et donc, le véritable enjeu, c'est de constituer un réseau de parcs nationaux, de réserves naturelles pour garantir la conservation de ces espèces. Jusqu'à présent, 82 États sont partis à l'accord, dont 44 États d'Eurasie et 38 États africains, ce qui constitue un véritable succès. L'accord de La Haye souscrit à une gestion unitaire, rationnelle et écologique des espèces migratrices. Elle repose principalement sur une approche duale, avec d'une part l'obligation de protéger intégralement, c'est-à-dire d'interdire les prélèvements des espèces les plus menacées, et d'autre part de réglementer les prélèvements des espèces qui sont moins menacées en vue de maintenir un état de conservation favorable. À cela, il faut ajouter un plan d'action qui est juridiquement contraignant, qui détermine les mesures que les parties doivent prendre en matière de conservation des espèces et de leur habitat, de la gestion des activités humaines, de la poursuite de la recherche scientifique, de la surveillance, de l'éducation des populations. Des méthodes comme les prélèvements, les collets, les gluaux doivent être réglementées par les États. Il est prévu notamment l'interdiction de l'utilisation des munitions au plomb. Enfin, un plan stratégique a été adopté par les parties. On a affaire actuellement au second plan stratégique pour la période 2019-2027 qui prévoit toute une série d'objectifs à atteindre pour les espèces considérées. Est-ce que l'accord de La Haye, après 25 ans d'application, conduit à une amélioration?
Et en parcourant le dernier plan stratégique, il apparaît que 65% des espèces d'oiseaux d'eau couvertes par l'accord, donc parmi les 225 espèces, se trouvent actuellement dans un état de conservation favorable. Donc la situation est nettement meilleure que pour les oiseaux insectivores ou pour les oiseaux nichant dans les milieux agricoles. Vous venez d'évoquer la possibilité de maintenir des prélèvements. Et comme vous le savez, j'imagine, la chasse est fort prisée et je présume qu'elle a une incidence négative sur l'état de conservation des espèces gibier. Est-ce que l'accord réglemente les pratiques cynégétiques ? L'accord le fait de manière assez maladroite en invitant les parties à s'efforcer de réglementer les prélèvements et d'interdire la chasse pendant la période de reproduction, de nidification et la période de migration prénuptiale. En revanche, la directive sur la protection des oiseaux est beaucoup plus précise sur ce point parce qu'elle interdit la chasse à la fois pendant la période de nidification et pendant la période prénuptiale. Et la Cour de justice a été appelée à trancher une série de différends, notamment en rapport avec la poursuite de la chasse jusqu'au mois de mars. Certains États prétextant que la fermeture de la chasse devait avoir lieu au milieu du pic migratoire. La Cour de justice a adopté une approche de précaution en estimant qu'il fallait arrêter la chasse dès que les premiers oiseaux migrateurs repartaient pour le nord. Et je me demandais si l'accord de La Haye du 16 juin 1995 prévoyait la création d'un réseau d'aires protégées. Non, pas comme tel. L'accord invite les parties à fournir des efforts pour conserver des habitats, mais sans donner aucune précision quant à la marche à suivre, quant à la méthode à appliquer, quant au nombre d'hectares ou de kilomètres carrés à protéger. En revanche, la directive sur la protection des oiseaux de 2010 et la directive sur la conservation des habitats prescrit une véritable méthode. Les habitats et les zones de protection spéciale pour les oiseaux doivent être classés en fonction de critères scientifiques. Et la Cour de justice a tranché de nombreuses affaires délimitant précisément les critères qui doivent être appliqués par les États membres quant à la désignation des zones spéciales de protection pour les oiseaux et des zones de conservation spéciales pour les habitats et d'autres classes de vertébrés. Et donc là, la marche à suivre est clairement dictée. Est-ce que vous pourriez nous résumer en 2 mots les principales causes de la diminution des populations des oiseaux migrateurs ? Malheureusement, elles sont nombreuses. La migration ressemble de plus en plus à un parcours du combattant. Je citerai notamment la pression cynégétique en Europe, en Afrique du Nord, la pollution, les nombreux obstacles, notamment les éoliennes qui peuvent constituer de véritables obstacles dans un parcours migratoire, la désertification. Donc les oiseaux migrateurs rencontrent de plus en plus d'obstacles. Alors quelle est la valeur ajoutée des règles de conservation de la nature à cet égard ? Et au Moyen-Âge, on se trouvait ici dans un marais qui était régulièrement inondé avec des marées hautes. Cette partie de la Flandre a été poldérisée à partir du XIVe, XVe siècle. Et de plus en plus, les pouvoirs publics en Flandre, aux Pays-Bas, envisagent de réouvrir des espaces qui se trouvent sous le niveau de la mer en vue de les inonder en cas de crue pour les fleuves ou en cas de haute marée s'agissant des mers. Et donc les mesures de protection de la nature peuvent aller de pair avec l'adaptation au changement climatique, l'adaptation à cette crise majeure. Mais en protégeant de tels sites, est-ce que ça ne reviendrait pas à mettre la nature sous cloche ? Que du contraire, vous avez vu le nombre de cyclistes, de piétons que l'on a croisés. On sent bien qu'il y a un besoin dans le chef des populations de se promener dans les espaces protégés. Et donc cette réserve naturelle est parcourue le week-end par des milliers de promeneurs. Et donc les réserves naturelles, les espaces protégés ont également une vocation sociale. Donc il ne faut pas opposer humanité et protection de la nature. J'ai le plaisir d'interviewer le conservateur de la réserve naturelle, M. Dirk Content. Pourriez-vous nous indiquer l'importance que revêt votre réserve naturelle pour le couloir migratoire des oiseaux d'eau migrateurs qui nichent principalement en Russie et qui vont hiverner jusqu'en Afrique? Wel, eerst wil ik zeggen dat de Uitkijkse polder eigenlijk een soort stapsteen is. Een soort pitstop voor vogels die migreren vanuit het noorden naar
Het zuiden, dat kan Afrika zijn, kan nog Zuid-Afrika zijn, West-Afrika, Zuid-Europa. En overhans de lijn, overhans de kustlijn van Europa heb je verschillende stapstenen. Uitkerken, de Uitkerkse polder, is daar een heel belangrijke stapsteen voor. Hè. Zowel voor broedvogels als voor wintergasten. Bijvoorbeeld, hier broeden ongeveer 200 koppels grutto, die hier broeden, maar die dan gaan overwinteren in West-Afrika, in Mauritanië of in Senegal. Hè. Dat zijn zo de plaatsen waar ze gaan overwinteren. Maar daarnaast hebben we nog andere soorten als de zomertaling bijvoorbeeld. Andere steltlopers die dan verder migreren naar het noorden. Ik denk aan zwarte ruiter, groenpootruiter, dergelijke soorten. Die komen hier, gaan rusten, gaan hier voedsel gaan verzamelen om dan in tip-top vorm aanwezig te kunnen zijn op hun broedgebieden. Donc, vous avez la chance de gérer une réserve de 1400 hectares qui est entourée de terrains agricoles. Cette réserve, sa gestion fait face à de nombreux défis et je suppose que les mesures de conservation réclament des fonds publics relativement importants. Pourriez-vous nous indiquer quels fonds avez-vous pu obtenir des autorités publiques? We hebben het geluk gehad om met de Uitkerkse polder 3 keer een LIFE project binnen te halen. Met steun, dus een steun vanuit Europa, ook steun vanuit de Vlaamse regering om hier inrichtingswerken te doen, waarbij we, zoals je hier achter ons ziet, meer water hebben kunnen ophouden, plasdrassituaties hebben kunnen ontwikkelen, om die vogels hier geschikte broedplaatsen om geschikte broedplaatsen te creëren, maar ook om plekken te zorgen dat ze kunnen rusten en dat ze kunnen voedsel zoeken. Dat water is van ontzettend groot belang om aan hun voedsel te geraken. Dus die LIFE-projecten waren ontzettend belangrijk. Zonder die LIFE-projecten gingen we dat nooit hebben kunnen realiseren. Nous avons évoqué tout au cours de l'interview l'importance que revêtent certains instruments juridiques tels que la directive sur la protection des oiseaux. Donc je présume que cette réserve naturelle a fait l'objet de classements en vertu de différents actes internationaux. Quels sont-ils? Dat is inderdaad klopt. Dat is een Natura 2000 gebied, beschermd door zowel internationale als nationale wetgeving. Vogelrichtlijngebied, habitatrichtlijn. Maar dit is ook op het gewestplan beschermd als reservaatsgebied. Daarnaast, we krijgen subsidies om terreinen aan te kopen, maar daarnaast krijgen we ook subsidies om het gebied te gaan vernatten. Zeker nu met het oog op de klimaatverandering, waarbij wij veel meer drogere voorjaren kennen. 4, 5 jaar achtereen hebben we al ontzettende droge voorjaren gekend. En met die subsidies, dit jaar hebben we €100.000 om een vernattingsproject op te zetten waarbij we water kunnen ophouden, opstuwen, zodanig dat die vogels aan hun voedsel kunnen geraken en 2, dat ze geschikte locaties hebben om te nestelen, om uit te rusten.